Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on ne va pas parler d'un tueur en série, on va parler d'un escroc qui a gagné beaucoup d'argent en vendant des tableaux. Wolfgang Fischer est né le 4 février 1951 à Höxter, c'est situé en Allemagne. Sa mère est enseignante et son père travaille comme peintre et restaurateur de tableaux de peinture d'église. Grâce à son père, Wolfgang apprend de nombreuses techniques. Ces techniques vont de la restauration de vieux bois à l'utilisation de la feuille d'or, en passant notamment par le sauvetage de tableaux quasiment ou complètement détruits. C'est un adolescent très studieux et ambitieux et à l'âge de 13 ans, il peint son premier Picasso. Ouais, rien que ça. Bon, il le peint selon son interprétation, mais à 13 ans, c'est quand même assez bluffant. On dit même que parce que son père était bluffé par son talent, il a arrêté de peindre pendant quelques années pour laisser son fils s'exprimer librement. Selon Wolfgang, peindre est synonyme de joie, de plaisir et de distraction, et ça colle tout à fait avec sa nature créative et libre. Cet adolescent n'aime pas trop l'autorité. À l'âge de 17 ans, il se fait renvoyer de son lycée et la raison est la suivante, il travaillait comme serveur dans un club de striptease. À partir de là, il commence à voyager en Europe ainsi qu'en Afrique. C'est une personne qui vit au jour le jour, il se prend pas la tête, il peint, il vend certaines de ses peintures et apparemment certaines de ses peintures sont même encore exposées aujourd'hui. Il les vend à son nom dans un premier temps. Dans les années 70, il commence à reproduire les œuvres des grands peintres. En 1992, il rencontre Hélène Beltrachy et il prend son nom. Donc à présent, il s'appelle Wolfgang Beltrachy. C'est un peu le couple parfait puisque lui, c'est un peintre et Hélène Beltrachy, c'est la petite fille d'un grand collectionneur d'art, ou plutôt devrais-je dire d'un prétendu collectionneur d'art. Depuis des années déjà, Wolfgang tente de se faire un nom dans ce milieu, en vain, et avec l'aide d'Hélène, ils vont tricher, copier et amasser des millions grâce à un système ingénieux. Leur système repose sur une histoire alambiquée qu'ils font remonter aux générations précédentes. Selon eux, un ami allemand de Wolfgang, Otto Schult-Kellinghaus, aurait hérité de son grand-père une collection de tableaux constituée auprès de marchands d'art réputés dans les années 20. Le grand-père en question se nomme Wilhelm Knops et retenez le nom puisqu'on va en parler un petit peu plus tard. Pour crédibiliser l'œuvre et apporter plus de cachet, il dira que la collection a été cachée des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et s'il parle de cette période, ce n'est pas un hasard puisqu'en effet, de nombreuses œuvres ont été perdues lors de cette guerre. Ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'en réalité, le grand-père n'est pas un collectionneur d'art, mais un maître tailleur. Cependant, cette collection ne leur suffit pas et quelques années plus tard, une nouvelle collection apparaît. Il s'agit de celle de l'entrepreneur allemand qui s'appelle Werner Jaeger. Selon eux, lorsque cet entrepreneur avait la vingtaine d'années, il aurait acquis des tableaux à des prix faramineux et toujours dans les années 20. À sa mort en 1992, il aurait légué toute sa collection à sa petite fille qui n'est autre que Hélène Beltrachy. Ils disent aussi avoir connu Alfred Flechtheim, qui est un galériste, collectionneur, marchand d'art, mais aussi éditeur. Alfred, c'est tout simplement une figure majeure du monde de l'art qui possédait des tableaux de Van Gogh, Picasso, Kandinsky, mais aussi Campendonck. En 1933, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, sa collection est liquidée sous prétexte qu'il est juif. Il meurt en 1937. Si je vous explique ça, c'est parce que le couple en a profité pour apposer une étiquette collection Flechtheim sur les collections de Knops et de Jaegers. Beltrachy ne copie pas des vraies œuvres qu'il essaye ensuite de vendre. Non, lui, il crée des œuvres en s'inspirant du style de l'artiste et il les vend sous le nom de l'artiste. Pour ce faire, il utilise des registres de collectionneurs d'art mais aussi de galeries dans lesquelles diverses œuvres sont répertoriées, parfois uniquement avec le titre et l'année de création, le tout avec la mention Whereabouts Uncertain, c'est-à-dire localisation incertaine. Par exemple, il crée l'œuvre La forêt 2 du surréaliste allemand Max Ernst. Pour ce faire, il étudie l'ensemble de l'œuvre de l'artiste
analyse les procédés stylistiques récurrents, combine des parties d'œuvres existantes dans des croquis, puis il laisse libre cours à son imagination. Il y a toujours cette part d'imagination, puisque même s'il s'inspire des œuvres existantes et du style de l'artiste, il a besoin quand même de mettre sa patte. À la fin des années 90, en utilisant comme base des peintures datant de la même époque, il réalise La Forêt 2. A noter tout de même qu'il peint sur l'image visible, incorporant des éléments de celle-ci dans sa nouvelle création, de sorte que les différentes couches de peinture soient moins détectables lors d'un examen radiographique. Il a même fabriqué de la colle lui-même pour apposer son étiquette collection Flechtime parce qu'il avait peur de se faire gauler avec la superglue. D'ailleurs, l'étiquette a été rayée et artificiellement vieillie. Une fois ces peintures terminées, il les laisse sécher plusieurs mois dans un séchoir qu'il a spécialement construit dans son atelier et il va même jusqu'à récupérer de la poussière ainsi que des saletés. Il met tout ça dans un petit pot, puis il parsème ces saletés et cette poussière sur le cadre du tableau, tout ça pour faire croire qu'il a été stocké pendant plusieurs années. Il a pensé à tout parce que pour éviter tout doute potentiel de la part des collectionneurs, il leur montre des photos sur lesquelles on voit une vieille dame, donc une grand-mère, regarder donc les tableaux qu'il présente. Bien évidemment, ces photos n'existent pas réellement, elles ont été faites pour l'occasion. La grand-mère est Hélène Beltrachy et les photos sont en noir et blanc. En 2003, leur complice Otto Schult-Kellingost établit le contact avec un expert de Max Ernst et ça, c'est tout simplement pour qu'il puisse obtenir un certificat d'authenticité pour le tableau qu'il a réalisé, La Forêt 2. Le couple implique toujours un expert dans leur fraude, d'une part pour leur apporter une certaine sécurité, mais aussi pour se décharger de toute responsabilité. Ah bah, c'est pas moi, moi j'avais un tableau, je l'ai donné, on m'a dit qu'il était authentique, je l'ai vendu. Si problème il y a, c'est la faute de l'expert, c'est pas le mien. L'expertise a lieu à l'Institut d'art, conservation et couleurs à Paris et c'est une analyse scientifique qui est faite. À ce moment-là, Wolfgang, il est très nerveux puisqu'il n'est plus très sûr de lui. En fait, il y a un détail auquel il pense et il se dit qu'à cause de ce détail, c'est possible que l'expert se rende compte que ce n'est pas un tableau authentique et que donc sa supercherie ne marche pas. Il se demande s'il a utilisé du vieux blanc de plomb ou non. Car en effet, s'il n'a pas utilisé la bonne peinture, l'expert pourrait se rendre compte que le tableau n'est pas si vieux que ça. L'analyse chimique est sans appel. Le blanc du titane du tableau n'existe que depuis les années 1920. Et aussi, il y a un autre problème, le bleu de phthalocyanine n'était pas vraiment utilisé avant la Seconde Guerre mondiale, puisque celui-ci a été connu après une exposition londonienne en 1935. Beltrachy se dit « Ok, c'est pas grave, on reste calme, je vais tenter un coup de poker. Mon tableau n'est pas daté. » Eh bien dans ce cas-là, je prends le risque et j'envoie le rapport à l'expert. À la surprise générale, l'expert qui ne croit absolument pas à ces analyses scientifiques, en plus lui c'est un expert donc il se dit « Non mais c'est n'importe quoi, moi je connais la collection de Max Ernst, c'est lui qui l'a peint, il croit pas du tout à ce qui s'est passé scientifiquement parlant, et donc il valide le tableau comme étant authentique. Le couple empoche 1,7 million d'euros. Ouais. Même s'ils doivent payer l'expert 400 000 ainsi que la commission de leurs complices, franchement, ils se mettent plutôt bien. En 2006, après avoir été exposé dans le musée de Max Ernst, le tableau a été vendu à un particulier à 7 millions de dollars. Les premiers soupçons commencent en 1996 et ce sont les autorités allemandes qui interrogent les proches du couple. Au même moment, les Beltrachy sont à Paris pour la livraison d'un tableau et c'est Hélène qui doit livrer ce tableau. Cependant, elle n'est pas trop sûre de le faire car elle a un petit peu peur comme il commence à y avoir une agitation autour de ça. Au final, elle ne le livre pas, mais bon, le couple se dit que ok, c'est un tableau de manqué, mais de toute façon, c'est un tableau parmi des centaines, donc ils vont s'en remettre. C'est aussi dans cette période, dans les années 90, que les experts commencent à douter. Ils doutent d'une part à cause de l'étiquette apposée sur les collections de Knups et Jägers, mais aussi parce qu'ils trouvent que ces collections-là ont un grand nombre de tableaux. Aussi, les signatures des peintres ne sont pas toujours fluides et cohérentes. Beltrachy a même commis une faute d'orthographe un jour.
D'ailleurs, c'est étonnant que cela n'ait pas été vu avant. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la fraude n'a pas été détectée auparavant. La première, il n'existe pas d'inventaire complet des galeries. La deuxième, la découverte d'un faux tableau remettrait totalement en cause la crédibilité et la réputation des estimateurs, des experts, des galeries, mais aussi des salles de vente aux enchères. En 2006, lors d'une vente aux enchères à Cologne, l'œuvre Tableau rouge avec chevaux, prétendument peinte en 1914 par Heinrich Campendock, est vendue 2,9 millions d'euros. Celui qui a acquis l'œuvre ne la récupère pas tout de suite, l'œuvre part en expertise chez une société londonienne et cette société retrouve de nouveau du blanc de titane. Ce qui prouve que l'œuvre n'est pas aussi vieille qu'elle prétend l'être. La piste est très facilement remontée jusqu'au vendeur via la maison de vente aux enchères qui elle aussi est condamnée à payer des millions de dollars pour dommages et intérêts. En 2010, les autorités allemandes ainsi que les autorités françaises sont à la recherche de Beltrachy, des Beltrachy même. Donc Wolfgang, il a un petit peu peur, il se dit « oulala, ça craint ». Il détruit des œuvres, il cache les preuves, il se débarrasse d'une centaine d'entre elles et il liquide aussi ses comptes bancaires. Il jette même son mortier à pigments dans une rivière et le couple fuit en Allemagne avec leurs 2 enfants en pensant que leur pays d'origine allait les protéger. Que nenni, le couple est arrêté tard dans la nuit, ils sont emmenés au poste, laissant leurs 2 fils de 17 et de 22 ans seuls dehors sous la pluie. Pendant plus d'1 an, ils sont placés en détention provisoire et ce n'est qu'en 2011 que l'acte d'accusation est prêt et que la falsification des 14 tableaux d'une valeur de 16 millions d'euros est négociée. Comme il est impossible de prouver que Wolfgang a peint plus que ces 14 tableaux, ce dernier n'en avoue pas plus. Le tribunal estime le préjudice causé à 20 millions d'euros et selon lui, les dommages et intérêts relatifs consécutifs à la fraude s'élèveraient entre 35 et 50 millions d'euros. Après 9 jours, il accepte un accord, il devra payer 2 millions d'euros de dommages et intérêts et il écope de 6 ans de prison. Sa femme, elle, est condamnée à 4 années de prison et leur complice Otto à 5 années. En prison, Wolfgang accepte des commandes, donc tous les jours, il quitte la prison pour aller travailler dans son studio à Cologne pour réaliser ses commandes. Et il dit que la pire chose, c'est quand il quitte la prison et qu'il quitte sa femme. Il est libéré définitivement en 2015 et depuis lors, les Beltrachy font tout pour rembourser leurs dettes. Le petit avantage de cette affaire, c'est que ça a fait un gros buzz, un gros boom, et que donc, maintenant, Wolfgang vend des tableaux à son nom. Le couple a même écrit un livre, ils ont aussi collaboré pour un documentaire sur la fraude et ils font des interviews télévisées ou à la radio. Aujourd'hui, ils assurent ne plus avoir de dettes, avoir vendu leur domaine viticole en France et aussi avoir vendu d'autres biens immobiliers qu'ils possédaient en Europe. Depuis 2019, le couple vit en Suisse et aujourd'hui, un vrai Beltrachy vaut 1/4 million d'euros. Rien que ça. Lors d'une interview dans son nouveau studio, on lui a demandé s'il regrettait ce qu'il avait fait et s'il changerait quelque chose, ce à quoi il a répondu « Bien sûr, je le regrette », avant d'ajouter qu'il se passerait du blanc de titane. Selon Beltrachy, des centaines de ces tableaux sont accrochés dans les musées sous le nom de peintres connus. Voilà, c'est la fin de cette histoire d'escroquerie. Il a vraiment berné le monde de l'art et a amassé des millions. En tout cas, moi, cette histoire d'escroquerie, je l'ai adorée parce que j'ai trouvé ça fou qu'il ait réussi à faire autant de choses et qu'il ait réussi à vendre autant de tableaux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.